pour nous. Mais l'action pour nous, elle est donnée par le joueur. Moi, j'aime toujours dire, j'ai une petite phrase un peu philosophique qui dit « Le joueur donne la vie au ballon, nous, c'est le ballon qui nous donne la vie. » D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura toujours en premier, et évidemment, avant que je plonge, l'action du joueur. Quand on parle de l'action cognitive du joueur, quel que soit le joueur, que ça soit un Ronaldo, que ça soit un Messi, que ça soit X joueur, ils ont tous la même action cognitive. Simplement que l'espace-temps est différent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent, ils regardent, ils observent. Ça, c'est leur action cognitive. Même quand ils sont en duel, c'est exactement la même chose. Donc, ils poussent leur ballon. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent quoi? Ils regardent le gardien, le but. À ce moment-là, quand le joueur prend cette information, si aujourd'hui, dans cet instant T, je suis mal orienté, parce que je suis trop premier poteau, 9 fois sur 10, pour pas dire 10 fois sur 10, ça sera goal. Ça, c'est le rythme de l'action cognitive de l'attaquant. D'où l'importance, nous, d'être bien orienté à cet instant T. La seule différence, comme j'ai dit auparavant, entre les joueurs, c'est que Messi, comme il a un nombre d'appui qui est beaucoup plus rapide, eh bien lui, il a un déclenchement qui est plus rapide que Ronaldo, par exemple. Et c'est simplement le rythme de l'action sur la frappe qui va changer. Mais le rythme de l'action cognitive sera toujours la même. Et nous, entraîneurs des gardiens, c'est important qu'on travaille avec ça. On doit travailler avec cette connaissance de l'action cognitive de l'attaquant. C'est ce qui me permettra toujours d'amener mon gardien dans la bonne position, dans le bon espace, dans le bon angle, pour ne pas donner de solution à l'attaquant. Et combien de fois on a vu, et vous, combien de fois vous l'avez vécu, des situations où on arrive sur le côté, on est face à face à 12-13 mètres, et l'attaquant il cadre pas. Mais pourquoi l'attaquant il cadre pas? Parce qu'on lui a pas donné de possibilité, et qu'il doit aller chercher très proche du poteau. Et c'est pour ça qu'il cadre pas. Oui. Thierry, tu permets? Et je pense que Salim, c'est justement cette remarque-là qu'il a voulu soulever, c'est que parfois, être bien placé ne donne pas l'occasion à l'attaquant de bien placer, et donc le plongeur est évité. Je crois qu'il veut dire ça. Alors, pardon Salim, pardon, parce que c'est top, c'est ce qu'il fallait. Excuse-moi Salim, j'ai pas compris. N'est-ce pas Salim? C'est ça, exact, oui. Pardon Salim, alors excuse-moi, j'ai pas compris, je suis désolé. Alors, par son placement, il évite justement qu'il y ait occasion. Exact. Absolument. Et c'est notre base de travail. Pardon Salim, j'ai pas compris ta question, excuse-moi. Ouais. Ok, allez, l'autre fille, et on passe. On y... Ok. Merci Hossein. Je tiens à remercier monsieur Bernat et monsieur Boli pour cette conférence. C'est beaucoup plus pour un entraîneur de gardien de but et pour un gardien de but. Il faut, pour arriver à lire le jeu, il faut avoir un répertoire de mouvements riches en action et d'analyser beaucoup plus de matchs et d'actions sur le plan biomécanique pour arriver à réaliser une séance d'entraînement ou pour faire un choix d'exercice pour construire une séance d'entraînement. Merci. Les référents cognitifs, justement. Oui. Eh ben, voilà, aussi il a résumé les référents cognitifs. D'où l'importance, quand vous construisez vos actions, de construire vos séances, d'être très proche de la réalité du match. C'est comme ça que vous arrivez à construire vos référents cognitifs et que vos gardiens sauront lire une action. Et c'est pour ça, Thierry, je m'excuse, peut-être que vous allez faire allusion à cela tout à l'heure, mais bien sûr, travailler comme jusqu'à maintenant, le mot n'a pas été dit, l'outil qui permet justement, qui nous permet justement de revoir pour améliorer notre lecture. C'est vrai que
l'outil vidéo qui maintenant est indispensable pour aider parce que sur le terrain, le jeu, ça c'est une fraction de seconde et on n'a pas le temps de revoir. Donc, comment corriger la lecture, on ne sait pas. Et cet outil-là qui est très important, je m'excuse, même si vous allez en parler tout à l'heure. C'est très bien aussi. Non, c'est très bien, c'est une très bonne précision. La vidéo est très importante. La séance et notre travail de réflexion pour poser notre séance est aussi importante. C'est les deux choses qui sont fondamentales. Pourquoi je dis ça? Parce que je reviens toujours à l'exemple de ce qu'on voit souvent dans les entraînements. Eh ben, si mon gardien, il part de sa ligne de but et puis il avance, eh ben, c'est clair qu'il ne sera pas capable de s'orienter. Et en match, il sera dans une situation opposée où il sera haut et il devra reculer et être capable de s'orienter en même temps qu'il recule. Donc, la vidéo est très importante pour qu'on prenne le temps d'analyser et qu'on pose justement cette capacité de lire une action qui est une action cognitive. La deuxième chose qui est très importante, c'est comment je vais aujourd'hui construire ma séance pour amener des déplacements et des situations qui vont pouvoir permettre à mon gardien de construire ses référents cognitifs. C'est ces deux choses qui m'amènera à la performance. Elles sont indissociables. Oui, très bien. Merci. Donc, je n'ai plus de questions pour l'instant. On passe à la suite. Ok, alors maintenant on parle de la structure de la séance et de la réflexion qu'on a eue avec RTM par rapport à la structure de la séance. On voit en bleu E, C, O, G. On va y venir. Et après on a un bloc E, A, S. E est déjà un échauffement. Et on va expliquer ce que c'est. C'est un échauffement cognitif. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'échauffement. Et quand on parle d'échauffement, on n'est que sur un échauffement athlétique. Mais l'échauffement cognitif est fondamental. Moi, je dis toujours, on doit connecter notre tête avant de commencer l'entraînement. Si ma tête n'est pas connectée, comment puis-je arriver après à travailler dans des notions d'espace? Pour la concentration aussi, ça va être important, et Dieu sait si la concentration est fondamentale pour le gardien de but, qui est une des composantes mentales, qui est aujourd'hui la plus complexe, parce qu'on joue 95 minutes, et souvent le ballon il peut être loin de nous. On a parlé d'intensité de concentration, de modérer son intensité de concentration. Dans l'entraînement, je dois utiliser des moyens sur l'organisation qui m'obligent d'être concentré, mais aussi sur l'échauffement qu'on va appeler l'échauffement cognitif. Et puis le bloc après, on aura un deuxième échauffement, on va expliquer ce que c'est, un bloc analytique, et puis le bloc S, qu'on appelle situationnel chez nous, souvent en France, on l'appelle adaptatif. Donc on peut l'appeler comme vous voulez, c'est pas un problème. Pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir un bloc qui est un échauffement, un bloc qui est analytique et un bloc qui est situationnel ou adaptatif. On vient plus loin. Puis là, on est vraiment dans la structure pensée par RTM. Premier échauffement cognitif simplement. Et on va le démontrer après ce que c'est. Le deuxième échauffement qu'on connaît, c'est un échauffement cognitif, mais lié à la coordination. Lié à la coordination. Et le travail de coordination qu'on va faire, qui sera évidemment couplé avec une prise d'information, sera toujours en relation avec le geste technique choisi pour ma séance. On revient à ce qu'on disait par rapport à ce qu'on a posé avec RTM. Action de jeu, choix du geste technique. Et bien là, dans ma réflexion, quand je pose mon échauffement de coordination et cognitif, je dois penser au geste technique
et qu'est-ce que je vais faire dans ce geste-là. Et le troisième échauffement, alors ça ne prend pas 45 minutes, hein. Le troisième échauffement, c'est ce qu'on appelle l'échauffement technico-tactique, où on va se servir après des notions d'espace et de déplacement. Cet échauffement qui est là, technico-tactique, veut dire que mes positions de départ, quand je vais me déplacer et aller dans un autre endroit, dans un autre espace, sera lié au déplacement que nous aurons après sous des phases analytiques et situatives ou adaptatives. Ce seront les mêmes déplacements parce que je vais déjà travailler à l'échauffement mes repères, mes référents cognitifs pour être capable de m'orienter correctement dans l'espace par rapport à la situation. Même si ma posture, parce que je vais faire peut-être une prise de balle en échauffement, ne sera pas la posture du plongeon, mais elle sera déjà dans la notion de l'espace et de la position dans l'espace. Ça, c'est une chose qu'on voulait vraiment, c'est une volonté d'RTM de mettre déjà dans la partie de l'échauffement technico-tactique la notion des espaces. Après, on aura un bloc analytique. J'en ai mis deux, A1, A2, deux exercices. Des fois, ils pourront être trois. Ça dépendra où on mettra la priorité. Mais, on basculera toujours après sur l'adaptatif. Toujours sur l'adaptatif. Et la chose qui est très importante pour moi, et ce qu'on a mis en place comme philosophie, et ce qu'on a mis en place comme méthodologie RTM, c'est que le bloc analytique n'est jamais plus important en termes de volume que le bloc situatif adaptatif. Jamais. Parce que nous ne sommes pas dans l'automatisation. Le match et la réalité de match n'est pas une automatisation. Je dois m'adapter à la situation. Si aujourd'hui je travaille à l'entraînement sous des longues phases analytiques d'automatisation, je travaille le 20% de ce que je dois travailler pour le match. L'analytique doit nous servir pour développer peut-être un accent technique sur la qualité de la prise, ou sur la qualité de la poussée, ou ça peut être sur un aspect autre qui pourrait être par exemple sur l'aspect cognitif par rapport à une prise d'information sur une situation. Je vais pouvoir mettre des accents sur le bloc analytique, mais il ne doit jamais être supérieur en volume à l'adaptatif. Parce que ce qui m'importe, c'est que tout ce que je vais pouvoir construire en analytique, le basculer directement dans la situation de match. Pourquoi ? Parce que oui, je travaille dans les espaces, oui, je travaille avec les déplacements, mais vous avez tous joué de longues années. Aujourd'hui, quand je sais que le ballon part à droite, 100% des gardiens vont déclencher leur plongeon juste avant le départ du ballon. Chose impossible en situation de match. C'est pour ça que je dois vite basculer sur le situatif et adaptatif. C'est fondamental. Parce que là, je vais voir vraiment le potentiel et les qualités de mon gardien face à la situation de jeu. Oui, Mouika. C'est la pensée tactique qui oriente l'exécution gestuelle. Exact. Et c'est pour ça que vous pouvez travailler à l'analytique pour le servir dans une construction, qu'elle soit technique, qu'elle soit tactique. Elle peut même être physique, parce qu'on utilise des fois le bloc analytique sur un accent physique. Mais tout de suite après, basculer sur le match, venir dans le situatif, venir dans l'adaptatif, pour être dans une réalité de match. Et c'est vous, en tant qu'entraîneur, c'est que l'adaptatif qui vous amènera aujourd'hui le résultat et la performance de votre gardien. C'est lui le baromètre pour savoir où votre gardien se situe. C'est lui qui vous définira ses capacités à l'instant T dans cette situation. Ça sera que l'adaptatif. Jamais
jamais l'analytique. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. Et quand on a peu de temps, si tout d'un coup j'ai 35 minutes d'entraînement, eh ben mon échauffement en tout là va durer 9 minutes, parce que c'est clair qu'on s'échauffe avant, on le sait tous, ça va durer 9 minutes, 10 minutes maximum, d'accord? Ici, je vais avoir 8-9 minutes, et puis après je vais travailler sur l'adaptatif et situatif. Parce que c'est là que je vais construire. Et je vais construire aussi une chose importante, c'est la confiance de mon gardien. Parce qu'aujourd'hui, si je travaille que sur de l'analytique, mon gardien n'aura jamais confiance. Parce qu'il sait très bien que la réalité de match n'est pas l'analytique. Et lui, il a besoin de ressentir une situation de match. À nous d'être malins, à nous de dire, ok, petit exemple, avant qu'on aille plus loin dans la structure. Si mon gardien, aujourd'hui, est pas en grande confiance, eh bien, si je veux travailler les plongeons, je vais aller chercher des angles qui sont fermés. Je vais chercher des angles fermés qui sont plus simples pour lui. Comme l'a dit Salim souvent après, c'est même pas cadré sur l'attaquant. Donc, moi aujourd'hui, si je prends cet angle-là, je sais que mon gardien, s'il reste sur ses appuis et qu'il va pousser ou qu'il va effacer sa jambe, il sera 9 fois sur 10 décisif. Donc, pour la confiance, si je dois construire et lui amener la confiance, je vais venir sur le situatif, mais je serai sur des angles qui seront plus fermés. C'est comme ça que je pourrais construire mon gardien mentalement et l'amener à être plus fort. Plus fort. Mais ça sera qu'à travers le situatif, l'adaptatif. Jamais l'analytique. Alors maintenant, si on enchaîne et qu'on regarde par rapport à ce qu'on a mis en place, cette structure RTM, ben voilà, on appelle ici connecter sa tête avec son corps. C'est ce que je vous ai dit avant. Connecter sa tête avec son corps, différencier et latéraliser. Je vous explique pourquoi je marque ça. Un exercice tout simple, 4 coupelles, mais on peut le faire avec d'autres choses. On pourrait mettre autre chose que des coupelles. 4 coupelles, 4 couleurs. Une bleue pour bouger uniquement le pied droit. Une jaune pour bouger la main droite. Une verte pour bouger le pied gauche. Et une rouge ou une orange pour bouger la main gauche. L'entraîneur, 4 coupelles devant lui. Il va montrer des coupelles. Et le gardien, dans cette situation-là, pourquoi on parle de cognitif? Parce qu'il y a une prise d'information qui va guider son geste. Pourquoi on parle de différenciation? Parce que souvent, quand vous faites ça avec votre athlète, vous allez vous rendre compte que, par exemple, si il doit bouger pour l'assiette bleue, il pourra aussi bouger tout d'un coup la main. Interdiction, différenciation entre le haut du corps et le bas du corps. Seul le membre qui doit bouger, bouge. Voilà pourquoi on parle de différenciation. Et qu'on doit apprendre à nos gardiens de différencier en travail de main ou en travail de pied. Et puis latéralisation parce qu'on a droite-gauche, tout simplement. Donc ça prend 30 secondes, 35, 40 secondes maximum. Et là, on est déjà dans la concentration, on est déjà dans un apprentissage cognitif et on est déjà dans un apprentissage de coordination, différenciation, latéralité. Si on vient au deuxième, on regarde simplement cet exercice très simple. Vous avez de nouveau des coupelles, 3 couleurs différentes. Une jaune ici, qu'on voit un peu, à peine. Une rouge ou une orange ici, une verte ici. Ces 3 couleurs, vous les avez de l'autre côté, mais pas dans le même ordre. Jaune, verte, rouge. Vous avez un entraîneur, un formateur qui a ces 3 coupelles dans les mains. Puis vous avez un joueur là. Lui, il va montrer soit le pouce en haut, soit le pouce en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pouce en haut, par exemple, ça veut dire qu'on va aller à droite. Pouce en bas, ça veut dire qu'on va à gauche. Ça veut dire que si le formateur monte le rouge et qu'il monte le pouce en haut, il va devoir aller à gauche. Ou en bas, à droite, etc. Qu'est-ce qu'on travaille là?
3 choses. 1. Ces joueurs-là, le formateur et lui, ne sont pas placés au hasard. Ils ne sont pas placés au hasard. Je vous explique. Regardez la ligne bleue. C'est l'axe du but. Le formateur est bien plus loin que le gardien ici. Pourquoi? Parce que lui a les couleurs. Les couleurs attirent l'œil. Le gardien, dans cette situation-là, on lui demande d'être fixé et de regarder droit devant lui. Droit devant lui. Il n'a pas le droit de bouger les yeux. Droit devant lui. Pourquoi? Parce que cet exercice me permet de travailler la vue périphérique. La vue périphérique. La perception périphérique. Mais lui, par contre, il monte le pouce en haut, en bas. Beaucoup plus difficile à lire. C'est pour ça que lui est plus proche de la ligne. Il y a 2 mètres presque de différence. 2 mètres de différence. Ce qui est normal. Et c'est clair qu'on va croiser. Une fois, on va le mettre à droite. Celui qui a le pouce, une fois, on va le mettre à gauche. Et puis maintenant, on a parlé que de perception. Périphérique. Deuxième chose, c'est clair qu'on a un acte cognitif. Parce que la couleur va me donner une information et va me transmettre le geste à réaliser. Le geste à réaliser. Sur la coupelle ici à droite qui est jaune ou sur celle qui est rouge ici, le gardien va devoir faire un step, c'est-à-dire un pas, et pousser en bas, pour aller loin en bas. Sur la coupelle qui est en orange à sa droite ou verte à sa gauche, il va devoir effacer sa jambe pour faire une mise au sol. Deuxième geste. Et pour la coupelle qui est verte devant lui à sa droite ou jaune à sa gauche, il va devoir faire un pas en avant et plonger. Plongeon offensif. Si on revient à nos actions, si on revient à nos gestes techniques, on a tout. On a des frappes qui peuvent être proches de nous pour une mise au sol, avec des angles fermés. On a des frappes qui peuvent être à 14-16 mètres, qui sont proches du poteau, où je dois faire un step et pousser. Et puis, comme on a vu la dernière situation, avec un centre dans le dos de la défense, qui m'oblige à venir dans cette profondeur, qui est une profondeur oblique en l'occurrence, pour prendre le ballon. 3 gestes techniques différentes. Tout simple. Exercice d'une simplicité incroyable. On va le faire 1 minute, 1 minute 20, je vais vous le montrer. Et on aura fait nos 2 échauffements. Le premier cognitif, le deuxième coordination plus cognitif. Je vous le montre. Mise au sol. Et la step poussée. Et là, le plongeon offensif. Des choses toutes simples. Mais je suis, et ça c'est important, dans le thème technique que j'ai décidé. Je suis dans le plongeon. Et là, j'ai pris ma tête, je l'ai connectée à mon corps. On fait qu'un. Concentration, prise d'information, transition sur l'action motrice. Et maintenant, on arrive sur l'échauffement technico-tactique. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend en compte en disant, ok, on va avoir des situations où les zones de frappe, elles seront ici. Des fois un peu plus extérieures. Et là. Donc, mon gardien, position du gardien, 10 mètres, 8 mètres, c'est égal, on varie, on va pouvoir varier les espaces. Ici, on sera à 6-7 mètres. Ça veut dire que le départ de mon action, il est à 35 mètres, facile. Ballon cadré, où on ne peut pas frapper. Position, recul, et là, fermeture d'angle. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Prise de balle, par exemple. De l'autre côté, on va la mettre au sol, il vient chercher, etc., etc. Des choses que vous connaissez par cœur en termes d'échauffement. Varier toute la gestuelle. D'abord debout, après on vient, après ce qu'on appelle nous l'apprentissage au sol, après on va venir sur les plongeons. Mais, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les notions de déplacement dans l'échauffement sont déjà en relation avec nos situations qu'on va avoir comme action de jeu. C'est ça que je recherche. C'est ce qu'on veut. C'est cette volonté qu'on a avec RTM pour lancer ça. Soyez déjà
déjà dans l'action de jeu, dans l'échauffement. C'est un échauffement technico-tactique avec des positions dans l'espace qui correspondent à mon action de jeu. Et puis après, on va arriver sur le 1. Eh bien, le 1, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire après, et ça c'est bien, on peut faire un couplage qu'on appelle. C'est-à-dire, déjà une position haute, il descend, il se bloque, comme on est sur le plongeon, comme on est sur un analytique, eh bien, premier plongeon ici, avec une mise au sol. Et après, hop, il vient fermer son angle, et frappe du même côté à droite, parce qu'on est sur le bloc analytique, donc c'est annoncé. Lui, comme lui, vont toujours modifier leur position. Pas comme souvent on voit à l'entraînement où le joueur qui frappe reste toujours au même endroit. Parce que si vous restez toujours au même endroit, lui va s'orienter, il va travailler ses référents cognitifs une fois. Et après c'est fini parce qu'il a son repère. Donc modifiez toujours la position des gens qui frappent pour que lui travaille son orientation dans son but. Non seulement dans l'espace, mais dans le but. Et puis après, on va pouvoir varier ou en allant directement. Ça veut dire qu'on n'a plus la première, on vient, on frappe, on vient de l'autre côté et on enchaîne, etc. Mais il y en a une multitude de situations. L'objectif, là, qu'on doit comprendre, c'est dans les espaces que je travaille et les déplacements que je demande qui seront toujours liés à mes situations de match. Toujours. Je suis dans un bloc analytique. Et aujourd'hui, quand je varie les angles comme ici, ça veut dire que je mets un accent tactique. Si je veux mettre un accent technique, ça veut dire que je vais frapper et je vais dire tous les ballons. Tous les ballons, je les garde. Mais si je veux travailler sur, par exemple, ce qu'on appelle la déviation, la qualité de la déviation, eh bien, je vais travailler sur le premier A1 que vous avez ici. Et puis, sur cette situation-là, je vais demander de dévier le ballon ici dans cet espace. Et d'avoir cette capacité d'être juste avec mes mains pour amener la déviation dans l'espace libre. Et c'est tous ces accents qu'on va pouvoir mettre sur la phase analytique. Après, je viens et j'arrive dans quoi? Dans une complexité que je peux amener. Troisième possibilité, inverser les situations, inverser les angles. Toutes les possibilités qu'on a, mais je pourrais en mettre à 10. Je pourrais avoir 10 exercices différents pour le plongeon. Ce qui m'intéresse, c'est que les notions d'espace. Position dans l'espace, déplacement. Et après, venir dans du situatif. Venir dans une situation de match. En entraînement tout simple, on se souvient du premier A. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un entraîneur qui a le ballon, c'est un ballon cadré. Important de définir ces détails. Dire à votre gardien, ce ballon est cadré. Ça veut dire que lui, si ce ballon est cadré, au départ, dans quelle position il doit être? Est-ce qu'il doit être les pieds parallèles parce qu'il protège son but? Ou est-ce qu'il doit être avec les pieds qui sont décalés parce qu'il doit d'abord protéger les intervalles et la petite profondeur? C'est une évidence. Comme le ballon est cadré, qu'il ne peut pas avoir de frappe, je vais décaler parce que je suis d'abord prêt à couvrir la profondeur. Quand le ballon part, je vois quoi? Que je ne peux pas de la profondeur. À ce moment-là, je recule, je m'oriente dans mon but, et il y a une frappe. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? C'est la situation qu'on a vue sur le A1. C'est la première situation de match. Quand lui donne le ballon, lui il vient ici. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il rentre là. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de 3 attaquants en tout. Pour une simple et bonne raison. Je suis en situation de match. Si mon gardien frappe, deuxième poteau, relâche le ballon, lui il va le jouer ou lui il va le jouer. Et on va enchaîner l'action pour être très très proche d'une réalité de match. C'est ça que je recherche dans une organisation toute simple. Et vous voyez que les déplacements qu'on voit ici sont liés à une action de jeu qu'on avait pensée au départ et qui sont exactement les mêmes
depuis l'échauffement technico-tactique, du passage analytique sur le situatif ou l'adaptatif. On prend une deuxième action pour la frappe. Situation dans le dos de la défense. Même chose, c'est 2 joueurs. Appel contre appel, ici. Appel contre appel. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ballon, il pousse, il centre. Donc lui, au départ, il est où? Il est là. Nouvelle orientation. Et après, en fonction de la situation, qu'est-ce qu'on doit imposer ici à nos joueurs pour être obligés dans une situation de frappe? Le nombre de touches. 2 touches. Contrôle ou prise de balle, frappe. Prise de balle, frappe. Pas 3 touches. Comme ça, je sais que mes zones de frappe vont toujours être gardées comme je le souhaite. Ça veut dire que mes départs de ballon, je les aurai exactement où je veux pour pouvoir travailler. Lui, il va travailler une deuxième situation de match avec son centre en retrait et ses frappes. Et ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant de la situation, c'est que c'est des angles totalement différents avec des déplacements totalement différents. Deuxième action. Troisième action que je peux faire. Là, je change, je vais à l'opposé. Je suis plus haut, centre dans de la défense, soit ici, soit là. Même chose. Avec, évidemment, dès que le ballon est joué, lui qui vient ici, pour être prêt à frapper le ballon si lui le relâche. De nouveau 2 attaquants. Et le troisième, ici, qui rentre. Je serai toujours avec mes 3 attaquants, mes 3 possibilités. Simplement. Et puis on vient à la 4e. Ça paraît simple. Ces situations sont toutes différentes. Parce qu'elles sont toutes avec des espaces différents. Des positions de départ du ballon différents. Et c'est ce que je recherche. Parce que la position de départ du ballon va me donner une orientation dans l'espace différente. Là, 3 actions différentes. Mais vous, en tant qu'entraîneur, quand vous me faites ces situations-là, vous devez toujours expliquer quelle est la situation. Le ballon, droitier, gaucher, cadré, pas cadré, etc. Il faut définir les choses et varier pour lui amener un comportement différent par rapport à la situation donnée. Un comportement tactique qui est lié à l'action et qui fait appel à quoi? Comme l'a dit Ossine, comme l'a dit Mika, à la connaissance de nos référents cognitifs. Lire l'action pour être dans la bonne position, dans l'espace, dans la bonne orientation du corps et dans la bonne intention. Et ces 3 mots que je vous ai dit, c'est les 3 mots qu'on n'a pas arrêté de donner quand on était dans la philosophie de jeu. Voilà pourquoi la cohérence qu'on voulait dans RTM, c'était philosophie, méthodologie. Ça fait 1 dans nos réflexions pour poser notre séance. Voilà. Je ne sais pas, Mika, si tu as quelque chose à rajouter. Non, c'est très clair. Très clair. Enfin, je pense que c'est très clair. Je pense que le contexte du match donne le sens et forme à l'exécution de la gestuelle par rapport à l'action. C'est très marqué chez RTM. Pourquoi? Parce que c'est se rapprocher au plus des actions de match, tout simplement, et des comportements des gardiens de but qui s'y réfèrent. Voilà. Donc les positions, ils sont primordiales chez le gardien de but. Et tout à l'heure, on parlait de stabilité, ce qui va leur apporter une stabilité non seulement au niveau de la motricité, mais surtout au niveau mental. Donc c'est ça qui est très intéressant et surtout qui est pour moi la solution pour les entraînements de gardiens qui sont en référence avec RTM et surtout qui sont une nouvelle évolution pour les entraîneurs de gardiens et surtout pour le poste, tout simplement. Voilà aussi, je te cède la parole s'il y a des questions. Oui Thierry, merci. Déjà, le fait qu'on ait terminé dans les temps, le contenu prévu. Et ensuite, j'espère que les questions vont compléter un petit peu le... Donc, c'est vrai que, en gros, moi personnellement,